capteur, comme un accéléromètre, permet d'obtenir une tension dépendant du temps. Des notes provenant d'un instrument de musique et enregistrées par un microphone se succèdent les unes après les autres pour former une mélodie. Une image donnée par un appareil photo numérique est constituée de nombreux pixels plus ou moins éclairés. Mais quel est le lien entre ces différents phénomènes ? Les signaux qu'on obtient, aussi complexes soient-ils, dépendant du temps ou de l'espace, peuvent être décomposés en signaux plus simples. C'est le principe de l'analyse spectrale ou analyse de Fourier, proposée notamment par le mathématicien et physicien Joseph Fourier, né en 1768 et mort en 1830. Elle consiste à décomposer une fonction mathématique, difficile à décrire mathématiquement, en une somme infinie de fonctions sinus et cosinus. Une application de l'analyse de Fourier, le traitement du signal. En effet, on peut, dans la décomposition en série de Fourier d'un signal initial, supprimer certaines composantes et modifier ainsi le signal de départ. Nous allons, dans cette vidéo de la collection La physique animée, nous intéresser à la représentation d'un signal dans l'espace temporel et dans l'espace fréquentiel, et donnons quelques illustrations de l'analyse de Fourier. Cette vidéo sera la première étape de la conversion d'un signal analogique en signal numérique. Un signal est le support d'une information. Il peut être matérialisé par un son, une onde lumineuse, un signal électrique. Une façon naturelle de s'intéresser à un signal est d'observer son allure en fonction du temps. Par exemple, lorsqu'on écoute un morceau de musique, on s'intéresse à l'évolution temporelle du signal sonore. Ainsi, on peut décider de représenter l'amplitude du signal en fonction du temps. Une autre représentation de ce même signal peut se faire en utilisant l'espace fréquentiel. Au laboratoire, on peut observer les spectres des différents signaux délivrés par un générateur basse fréquence à l'aide d'un oscilloscope. L'analyse mathématique de Fourier permet de décomposer toute onde en une somme de sinusoïdes ayant une amplitude, une fréquence et une phase appropriée. Ainsi, le spectre d'un signal sinusoïdal correspond à une seule raie dans le domaine fréquentiel, une raie à la fréquence du signal, ici 400 Hz. Si maintenant nous regardons le spectre d'un signal créneau, nous trouvons une série de raies avec des amplitudes décroissantes aux fréquences 400 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 2800 Hz, 3600 Hz, 4400 Hz, 5200 Hz, etc. On remarque que les raies se situent à tous les multiples impairs de la fréquence fondamentale 400 Hz. Prenons maintenant un signal qui a la forme d'une rampe, toujours à la fréquence de 400 Hz. Le spectre est encore une fois différent. Nous retrouvons ici des raies à tous les multiples de la fréquence fondamentale. Pour ces signaux périodiques, la décomposition en série de Fourier, qui ne sera pas décrite dans cette vidéo, nous permet de retrouver analytiquement les spectres observés. Regardons maintenant ce que le spectre peut nous apporter comme information lorsqu'on ajoute deux signaux. Prenons pour commencer le cas le plus simple d'un signal sinusoïdal de période T1 et de fréquence F1. Selon l'analyse de Fourier, sa représentation dans l'espace des fréquences correspond à une raie à la fréquence F1. Si nous ajoutons à ce signal un autre signal sinusoïdal de fréquence F2, sa représentation temporelle est un signal modifié plus complexe. Par contre, la représentation de la somme des deux sinus dans l'espace fréquentiel met en évidence de manière claire l'information liée à ce signal. Si maintenant un bruit vient se superposer au signal précédent, bruit généré par exemple lors de la transmission du signal, la représentation dans l'espace temporel devient illisible. A contrario, dans l'espace des fréquences, les deux raies ressortent clairement. Il faut néanmoins que le rapport signal sur bruit reste suffisamment grand pour pouvoir retrouver l'information contenue dans le signal. Prenons maintenant un signal sonore, plus complexe que les précédents, issu d'une flûte jouant un Do. Sa représentation dans l'espace fréquentiel montre un spectre riche en harmoniques. La même note jouée avec un autre instrument, un piano, permet de mettre en évidence la même fréquence fondamentale de l'ordre de 523 Hz, mais un contenu spectral différent. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la vibration transversale d'une corde, la répartition de l'énergie dans les harmoniques correspond au timbre d'un instrument. Pour l'instant,
Nous ne nous sommes penchés que sur des signaux périodiques, tenus dans le temps. Regardons maintenant des signaux impulsionnels, c'est-à-dire très courts. Prenons par exemple un coup de tambour ou un clappement de main. La représentation dans l'espace des temps montre un signal très court. Dans l'espace des fréquences, ces signaux montrent des composantes qui ne sont pas des harmoniques, car elles ne sont pas des multiples entiers de la fréquence la plus basse. On les appelle alors les partiels. Les signaux impulsionnels sont utilisés par exemple en acoustique architecturale pour quantifier la réponse des salles. On peut encore présenter ici le bruit blanc, qui correspond à une variation aléatoire de la pression acoustique dans le temps. Par analogie avec la lumière blanche, qui est un mélange de l'ensemble des couleurs, le bruit blanc se compose de l'ensemble des fréquences. Son énergie est uniformément répartie sur l'étendue des fréquences. Il n'y a pas de hauteur ni de rythme perçu. Les bruits blancs sont notamment utilisés en acoustique pour calibrer la réponse en fréquence des enceintes audio. Afin de pouvoir étudier des signaux variables dans le temps, comme des transitoires, une mélodie, la parole, etc., il faut recourir à une représentation plus en adéquation. Les méthodes appelées temps-fréquence permettent d'apporter une autre visualisation du signal. Il s'agit alors de considérer une lecture en fonction du temps d'une analyse spectrale évolutive. Alors que le spectre d'un son de jazzoflûte calculé sur l'ensemble de l'extrait sonore additionne toutes les fréquences présentes, le sonagramme permet de représenter dans un plan l'évolution du contenu spectral du signal. Le temps est placé sur l'axe des abscisses, les fréquences sur l'axe des ordonnées, et l'intensité est représentée par une échelle de couleurs, du bleu au rouge pour le plus intense. La ligne rouge la plus intense correspond à la fréquence du fondamental qui diminue ici au cours du temps. Les autres lignes rouges ou jaunes donnent l'évolution des harmoniques. L'animation montre pour différents instants le spectre du jazzoflûte qui apparaît finalement comme une coupe verticale du sonagramme où l'amplitude est codée par la couleur. Mais revenons maintenant au piano qui ne joue qu'une seule note. De la même manière, nous pouvons tracer son sonagramme. Il nous donne des informations sur la répartition des fréquences au cours du temps. Et dans ce cas, on constate que toutes les fréquences ne sont pas présentes simultanément et durant toute la durée de l'échantillon. Autrement dit, pendant un laps de temps très court au début de la note, le son évolue avant de se fixer sur un régime plus stable. Certaines harmoniques s'atténuent assez tôt, alors que d'autres persistent. Et si l'on passe la note de piano à l'envers, on ne reconnaît plus le son d'un piano. La répartition des fréquences dans le temps est déterminante pour l'identification de l'instrument, donc de son timbre. La représentation des signaux dans l'espace fréquentiel, possible grâce à l'analyse de Fourier, est un formidable outil pour le traitement du signal. Les intérêts sont multiples. Représenter de manière particulièrement simple des opérations comme le filtrage ou la modulation d'un signal. On peut donner encore d'autres exemples d'utilisation de l'analyse spectrale touchant à d'autres disciplines. En médecine, pour représenter les signaux physiologiques comme le bruit respiratoire, ou encore en économie pour l'analyse des mouvements urbains, comme par exemple ceux des utilisateurs de vélos en libre service, et prédire les lieux d'implantation de nouvelles stations.